Salut Guillaume et Cyril. Salut. Et bonjour. Merci d'être venu en interview sur Rouge Vert Bleu. Donc avec vous, on va voir plusieurs choses dans cette vidéo dont j'ai hâte. C'est parler droits d'auteur et justement du coup peut-être rémunération aussi des auteurs, les contrats, etc. Donc vous travaillez à la SCAM. C'est quoi la SCAM et c'est quoi votre rôle chacun à la SCAM? Donc, alors, Cyril. Moi je travaille donc, je suis en charge des droits numériques. Alors les droits numériques c'est finalement assez large, ça part de la partie stratégique, donc étude de marché finalement sur tout le monde du contenu audiovisuel. Alors c'est vraiment très très large en soi, mais le but c'est de comprendre le marché audiovisuel sur Internet pour savoir nous, SCAM, où on se représente en termes de répertoire. Okay. Pour ensuite pouvoir aller négocier des droits. Et la deuxième partie, c'est la partie opérationnelle, c'est finalement après négociation de droits, on y reviendra, hein, mais c'est de pouvoir finalement créer des modèles de répartition qui soient cohérents en fonction du diffuseur, par exemple YouTube dont on va parler, pour au final pouvoir distribuer des droits aux auteurs. D'accord, et SCAM, donc c'est les initiales de Société civile des auteurs multimédia. Il faut savoir que la SCAM a été créée en 81 et multimédia à l'époque correspondait plutôt à multi-support, c'est-à-dire audiovisuel, radiophonique, écrit et images fixes. Ok. Et donc toi Guillaume, tu es plus dans Moi je travaille au service juridique, donc c'est vraiment plutôt le conseil juridique aux auteurs sur les négociations de contrats. Et puis après je suis en charge aussi de toutes les questions liées aussi pour les nouvelles écritures, nouveaux formats, donc tout ce qui va être YouTube effectivement, et aussi sur les œuvres, ce qu'on avait avant, les œuvres multimédia interactives, tout ce qui est webdoc et œuvres mises en ligne sur Internet. Ok, voilà. Donc on connaît beaucoup en société d'auteurs la SACEM, qui est liée aux musiques, et la SACD. Ouais, c'est vrai que j'ai découvert la SCAM hyper tardivement. Donc c'est quoi la différence entre ces trois sociétés? C'est vrai que chaque société a un peu son répertoire. La SCAM, en gros, qui est un peu la petite dernière, qui a été créée en 80, regroupe et représente les auteurs-réalisateurs de documentaires, reportages, œuvres journalistiques, aussi pour tout ce qui est sonore avec un répertoire radiophonique également, pour toutes les œuvres de l'écrit et également des images fixes. Donc c'est un répertoire qui est assez large, mais pour tout ce qui est œuvre audiovisuelle, ça va vraiment être plutôt documentaire, reportage, comme j'ai dit, et on parle vraiment d'œuvres du réel de manière plus générale. Pour YouTube, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, et la mise en ligne d'œuvres sur YouTube, ça va du vlog, vulgarisation scientifique, connaissances, tutos, et tout ce qui peut avoir une portée pédagogique de manière générale. D'accord. Donc c'est un répertoire qui est assez large. Contrairement à la SACD qui est plus du coup fiction, mais dans cette vidéo on parlera plus du rôle de la SCAM, mais donc la SACD c'est plus donc tout ce qui est fiction. Voilà, ils ont aussi un spectacle, le spectacle vivant, aussi qu'ils gèrent par ailleurs. Donc ce serait quoi la différence entre les formats qui passent dans la SCAM et la SACD? C'est pas l'écriture, le scénario ou quoi, puisqu'il peut y avoir une écriture de documentaire ou de vlog ou de conseils ou de tuto, je sais pas quoi. Donc ça serait plus en termes de mise en scène ou c'est un peu... Non, pas forcément. C'est-à-dire que c'est plutôt... Si vous voyez des documentaires et des reportages qui sont télédiffusés, vous arrivez à voir qu'on est dans du réel, on est dans la captation de réalité finalement. C'est comme ça qu'on peut identifier ce qui va être à la limite du répertoire finalement. Pour ce qui est mis en ligne sur Internet, sur YouTube ou d'autres plateformes de partage, hein, ça va être vraiment la réalité dans la réalité des gens, la captation de la réalité. Donc, ou de tout ce qui va être information aussi, vulgarisation. C'est vrai que quand on voit certaines vidéos, on cherche à faire apprendre des choses, on va se baser sur des faits historiques, des faits scientifiques, et on va expliquer des choses aux gens. Donc, comme ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la portée un petit peu pédagogique finalement de certaines choses aussi. Okay. Finalement, tout ce qui est non fictionné peut être potentiellement du répertoire de la SCAM. Et après, effectivement, il y a des cas particuliers, etc. Mais globalement, on peut aussi le voir comme ça, hors musique, effectivement, qui est plus pour la SACEM. Ok, donc moi, par exemple, avec Rouge Vert Bleu, je suis dans le répertoire de la SCAM. T'es complètement dans le répertoire de la SCAM. Avec les tutos, les interviews, tout passe. Exactement. D'accord. Tout à fait. Et est-ce que, donc à partir du moment où on fait une vidéo, par exemple, si je fais un tuto ou quoi, à partir du moment où je la publie, j'ai des droits dessus, il faut que j'ai un contrat avec une société de prod, comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce qui fait que j'ai des droits sur ma vidéo? Alors, qu'est-ce qui fait que tu as des droits? C'est déjà... Et que je peux les réclamer en gros. Il y a deux choses. Il y a les droits en tant qu'auteur,
à partir du moment où tu es auteur, tu écris quelque chose, tu écris une vidéo, tu la prépares, tu es auteur, créateur de ta vidéo, juridiquement on parle d'œuvre, hein, donc tu as des droits attachés finalement à ta création. Ce sont les droits d'auteur qu'on définit. Il y a le droit patrimonial, c'est en fait tu es propriétaire de ta vidéo, c'est toi qui autorise ou refuse les exploitations, tu es libre d'en faire ce que tu veux, parce que tu es le créateur de cette vidéo, tu en tires un bénéfice également. Quand tu parles d'exploitation, ça peut être quoi? Parce que c'est hyper large. Oui, les exploitations, après ça va dépendre un petit peu de la forme. Les exploitations, ça peut être une exploitation, tu décides de ce que tu en fais concrètement, à des fins commerciales ou pas, la monétisation sur YouTube, le fait de la vendre à un télédiffuseur, le fait de l'éditer sous forme de DVD, tu décides des exploitations après que tu veux. Tu es vraiment décisionnaire à la base quand tu crées quelque chose. Après, effectivement, tu as la possibilité de passer par des intermédiaires. C'est vrai que souvent, quand on parle d'œuvres audiovisuelles, on passe souvent par un producteur qui va lui servir qui va être un intermédiaire, mais qui va être aussi accompagné dans le développement de la vidéo, dans la production de la vidéo, qui va mettre en œuvre finalement un savoir de producteur, un savoir-faire professionnel, pardon, de producteur pour justement t'accompagner, pour t'apporter les éléments nécessaires à la création de ta vidéo, de ton œuvre, voilà, le matériel, tout ce qui va défraiement, organisation des déplacements, voyage, et dans l'accompagnement aussi parfois de l'écriture, pour t'aider à développer quelque chose et te mettre en contact finalement. C'est pour ça que c'est indispensable d'avoir un producteur, te mettre en contact finalement avec les diffuseurs et être proposé aux différents diffuseurs. C'est vrai que la différence avec les œuvres, les vidéastes YouTube, hein, c'est que en général les vidéastes YouTube, ils commencent seuls et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est eux qui vont directement décider s'ils mettent en ligne leurs vidéos, ils décident quand ils le font, la durée, les thèmes qu'ils vont traiter, et c'est eux qui sont seuls décisionnaires. Donc c'est vrai qu'on enlève un peu cet intermédiaire-là, même si on sait qu'il y a des œuvres YouTube qui ont des producteurs. Donc on passe dans la catégorie autoproduction, c'est ça? Quand c'est nous-mêmes qui... On peut définir ça comme de l'autoproduction, bien évidemment, parce que finalement un producteur, c'est la personne qui prend les risques financiers inhérents à la production d'une œuvre audiovisuelle. Donc vous prenez ces risques-là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites tous les choix, qui prenez toutes les décisions, ce qui vous donne une beaucoup plus grande liberté de ton et de sujets à traiter. Vous décidez ce que vous voulez faire quand vous voulez la mettre en ligne ou pas. Et c'est pas un désavantage justement de ne pas avoir un producteur et de ne pas avoir fait un contrat d'auteur avec ce producteur? C'est-à-dire que ça peut être... C'est un désavantage et c'est un avantage. L'avantage d'avoir un producteur, c'est qu'il accompagne, il peut cadrer certaines choses, orienter certaines choses, et il y a vraiment un accompagnement et un soutien aussi au-delà du financier qui peut être moral, professionnel, et il y a une expérience aussi, un savoir-faire mis en œuvre. Quand on est seul, l'avantage que vous avez, c'est que tu fais ce que tu veux de ta vidéo. Tu la mets quand tu veux en ligne, si tu veux la retirer, tu peux la retirer. Et c'est toi qui es seul décisionnaire, encore une fois. C'est très important, ce schéma-là, cette pensée-là. Après, c'est à toi de voir si tu monétises ou pas. Et tout en sachant, bien entendu, que le fait de monétiser une œuvre, c'est comme si vous étiez finalement éditeur de contenu, vous-même producteur. Ce sont des recettes commerciales qu'il faut bien distinguer des recettes liées au droit d'auteur. C'est-à-dire qu'un auteur, le principe du droit d'auteur français et de manière générale du droit d'auteur latin, c'est une rémunération proportionnelle sur les recettes d'exploitation. C'est-à-dire que plus une œuvre génère de recettes d'exploitation, plus l'auteur va être rémunéré. On prend le parallèle assez souvent et très simple pour bien comprendre les choses d'un écrivain finalement qui va percevoir un pourcentage finalement sur le prix de vente de son ouvrage. S'il en vend un, il ne va pas forcément générer beaucoup de revenus, mais s'il en vend des millions, on sait qu'il va être d'autant plus rémunéré et percevoir de droits. Donc, le fait d'avoir un producteur n'empêche pas cette rémunération, bien évidemment. Hein. On y reviendra peut-être plus tard sur le fonctionnement d'une société d'auteurs, pour comprendre comment les auteurs sont rémunérés, justement, et comment le circuit, finalement, de gestion collective et d'intervention des sociétés d'auteurs auprès des différents diffuseurs. Donc, même sans contrat, on peut prouver que c'est quand même, on a des droits sur la vidéo qu'on a fait. Bien sûr, parce que en tant qu'auteur, de toute façon, votre œuvre, finalement, c'est le générique qui fait non, preuve, justement, une œuvre est protégeable du simple fait de sa création. Et il y a une présomption, bien évidemment, on présume finalement que la personne qui a mis la vidéo en ligne et qui la signe
et auteur de la vidéo. Donc on présume que vous êtes l'auteur. Mais on n'a pas une obligation de dépôt ou de déclaration à un organisme quelconque pour prouver, pour protéger son œuvre. Du simple fait de sa création, l'œuvre est protégeable par le droit d'auteur et ainsi vous ouvre droit à toutes les prérogatives liées au droit d'auteur. Du coup, tu conseillerais quand même de déposer soit son scénario, soit sa vidéo finie à une société de dépôt, parce que la SACD le fait, la SCAM aussi, on peut déposer. La SCAM le fait également, on a un site internet dédié à ça qui s'appelle Clic Dépôt. Effectivement, le fait de déposer une œuvre, un projet, un scénario, une œuvre achevé, c'est le terme juridique, permet simplement de prouver l'antériorité de la création. De prouver que, par exemple, le 17 novembre 2017, j'avais créé tel projet, il était en l'état. Après, la preuve, finalement, de la qualité d'auteur, pour dire que je suis auteur de cette vidéo, elle m'appartient, c'est moi qui ai le droit dessus, elle peut être apportée par tout moyen. Donc, le dépôt, c'est un des moyens qui peut prouver ça. Après, on entendait souvent beaucoup de gens s'envoyer, par exemple, des recommandés pour prouver l'antériorité de la création et avoir une date effectivement qui actait finalement la date de création, effectivement. Donc ça marche aussi, ouais. Ok, donc en tant que vidéaste sur YouTube, parce qu'on n'a pas forcément de producteur, donc de contrat et tout, c'est pas un problème, non? Non, c'est pas un problème. On sait qu'on est dans une économie différente, un mode de production finalement d'œuvres tout à fait différent, où justement j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas cet intermédiaire, il n'y a pas ce producteur. Donc à partir du moment où vous êtes auteur de vos vidéos, que c'est vous qui décidez, parce que finalement vous êtes directement lié au diffuseur, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un contrat d'auteur. Vous êtes auteur et vous gérez finalement en tant qu'auteur-créateur, vous autorisez, vous tirez des bénéfices de la mise en ligne de vos vidéos et c'est vous qui êtes le seul à décider de... Et ça, c'est tout récent en vrai. La SCAM et la SACD se sont adaptés justement à Internet. Forcément, il faut comprendre justement que la SCAM demandait et demande encore aux auteurs d'œuvres audiovisuelles télédiffusées les contrats qui sont liés aux sociétés de production, parce qu'il y a toute une chaîne de droits à respecter qui est indispensable, c'est-à-dire que l'auteur cède ses droits à un producteur, le producteur en fait après derrière va autoriser la diffusion. Et donc nous, comme on paye des droits de diffusion aux auteurs, il faut forcément que la chaîne de droits soit respectée. Donc on est obligé de bien vérifier qu'il y a une cession de droits et qu'il y a un lien entre l'auteur et le producteur. Comme il n'y a pas ce producteur-là pour les mises en ligne sur YouTube, forcément, on ne va pas demander un contrat, on ne va pas vous demander à vous, vidéaste, de vous faire un contrat à vous pour nous prouver qu'il y a eu une cession de droit et après un contrat avec YouTube. On est dans un schéma totalement différent, donc on est obligé de s'adapter aux usages. Je pense qu'on reviendra dans les détails peut-être plutôt vers la fin de la vidéo sur justement les droits de diffusion, tout ça qui peut paraître hyper flou. J'avais peut-être une autre question avant de partir dans le concret sur comment on réclame nos droits et combien de thunes on gagne. Mais en gros, il y a l'auteur scénariste, il y a aussi l'auteur réel. Est-ce que c'est un truc qui marche aussi à la SCAM? Bien sûr, c'est indissociable. De toute façon, parce que à la SCAM, lorsque on viendra peut-être après aussi, vous déclarez une œuvre, vous déclarez, tous les co-auteurs déclarent l'œuvre. Et les co-auteurs d'une œuvre audiovisuelle, il y a, dans les co-auteurs d'œuvres audiovisuelles, il y a le réalisateur, l'auteur de la réalisation est co-auteur d'une œuvre audiovisuelle, l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, mais également, faire attention, on a tendance parfois à l'oublier, l'auteur de la composition musicale, si elle est originale et si elle est faite exclusivement pour la vidéo. Donc là, on est dans un cas un peu extrême où finalement, extrême, tout a été divisé. Voilà, tout est divisé, mais quand on parle d'œuvres d'auteur de la composition musicale, c'est quelque chose qui se fait pas trop encore, on l'a pas encore vu sur YouTube. C'est vrai que c'est des choses, il y a des auteurs il y a des documentaires qui sont déclarés effectivement, et il y a des co-auteurs, il y a des auteurs de composition, les musiciens, les créateurs de la musique finalement qui sont co-auteurs de ces œuvres-là. Il y a des compositeurs qui interviennent uniquement pour certains reportages, pour certains documentaires et qui participent activement finalement à la création de l'œuvre audiovisuelle. Et on a une idée justement de la répartition peut-être en pourcentage des droits par rapport au réal, aux scénaristes, aux dialoguistes? Alors, à la SCAM, c'est une répartition qui se fait de gré à gré. C'est-à-dire qu'on met de côté la composition musicale, tout ce qui est musique, qui n'est pas géré par la SCAM, mais après, c'est vraiment une répartition de gré à gré entre la personne qui va écrire finalement le scénario de l'œuvre, le réalisateur qui va intervenir, qui va forcément adapter
finalement qui va adapter l'écrit, le scénario. Mais donc c'est une répartition qui se fait de gré à gré. Il n'y a aucune règle, du moins à la SCAM, qui dit le réalisateur va prendre 50%, le scénariste va prendre 40%, l'auteur du commentaire va prendre 10%. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment une répartition de gré à gré. Sur les 100% des droits qu'on répartit. D'accord sur la répartition. Exactement. D'accord, ok. Bon alors concrètement, comment ça se passe si moi j'ai mes vidéos rouge, vert, bleu, donc en gros YouTube me doit de l'argent. Alors, potentiellement, tu es éligible aux droits d'auteur. Ok. Alors pour ça, il faut devenir membre de la SCAM. D'accord. Alors comment on devient membre quand on est vidéaste YouTube? Donc c'est un circuit un peu différent du classique vidéaste en télé, enfin du réalisateur qui se fait finalement historiquement du réalisateur classique. Sur YouTube, l'idée c'est de respecter un certain nombre de critères qu'on a donc nous modélisés à la SCAM pour répondre en fait aux attentes par rapport à cette plateforme-là. Le premier, c'est d'avoir plus de 10 000 abonnés. Alors plus de 10 000 abonnés, c'est un peu c'est un chiffre qui nous... Après pas mal d'études, on a pu voir à l'instar aussi du CNC qui a aussi fait les mêmes constatations. On se rend compte qu'après, à partir de 10 000 abonnés, en fait, le vidéaste sur YouTube commence à se professionnaliser réellement. Il y a vraiment une part de son activité quotidienne qui est vraiment potentiellement dédiée à YouTube. Donc 10 000 nous parlait pas mal. Et cette limitation des 10 000, c'est justement pour pas avoir des milliers de on est obligé aussi effectivement à traiter, voilà, c'est ultimement si ça se numérise et tout, ça pourra être baissé peut-être ce palier. Alors bon, on estime déjà que rien que des chaînes à 10 000 abonnés, des chaînes à 10 000 abonnés, il y en a plus de 10 000 sur le territoire français, donc déjà rien que là il y a un gros panel, mais vraiment nous notre but aussi c'est de rémunérer des œuvres qui sont professionnelles réellement dans le contenu, et du coup effectivement voilà ce seuil qui peut paraître arbitraire a été vraiment le fruit d'une réflexion sur le long terme. Ça fait quand même de nombreuses années qu'on étudie vraiment YouTube et principalement ces dernières années avec les vidéastes YouTube qui sont vraiment développés de manière conséquente. Donc vraiment voilà, le seuil en tout cas est important pour nous, c'est une des prérogatives principales. Le deuxième critère c'est d'être partenaire YouTube. Alors qu'est-ce que c'est qu'être partenaire? C'est finalement avoir cliqué en fait sur cette mention partenaire que n'importe quelle chaîne peut être éligible à partir du moment où en fait on a 10 000 vues minimum sur sa chaîne. On peut être éligible. Ça veut dire être éligible à la monétisation des vidéos. Alors principalement ce statut a été vraiment créé par YouTube pour effectivement être éligible à la monétisation. Pour nous c'est un critère qui est essentiel pour en fait prouver que donc la chaîne a vraiment un accord avec YouTube et le contenu à l'intérieur de la chaîne est revendiqué par l'auteur comme étant son contenu. Nous c'est un élément essentiel pour que derrière on puisse potentiellement reverser des droits d'auteur. Mais donc la monétisation n'est pas obligatoire. Si je veux, là je démonétise toutes mes vidéos rouge, vert, bleu, je touche quand même des droits à la SCAM. Alors là-dessus, effectivement, à partir du moment où tu es partenaire, c'est ça qui fait foi pour nous, puisqu'en fait, nous on reçoit une documentation de la part de YouTube. Cette documentation retrace l'ensemble des vidéos de la plateforme qui sont revendiquées par les auteurs. Et donc toutes ces vidéos-là font partie de chaînes qui sont partenaires YouTube. D'accord, donc je me suis inscrit à la SCAM. Et après, comment ça se passe? Alors du coup, ensuite... Donc, je liste mes vidéos Ensuite, donc le troisième critère, c'est qu'il faut que ton contenu soit du répertoire de la SCAM. On l'a vu tout à l'heure avec Guillaume. Tuto... Alors voilà, exactement. C'est assez vaste, les œuvres du réel, voilà. Ça va être de la vulgarisation scientifique, la vulgarisation d'histoire, comme tu disais, les tutos, les vlogs, c'est très vaste. Voilà. Mais ce critère-là est essentiel puisqu'on ne rémunère effectivement que les vidéos qui font partie du répertoire de la SCAM. Et on peut, à l'intérieur d'une même chaîne, aller déposer certaines vidéos à la SCAM et d'autres à d'autres sociétés d'auteurs comme la SCCD. Alors effectivement, ça peut être le cas si on a vraiment une chaîne qui est un... variée dans le contenu. Alors en général, si la chaîne est très marquée comme étant très documentaire, là clairement, 90% seront à la SCAM et potentiellement tu pourras déclarer 10% dans une autre société. Mais voilà, en général, effectivement, voilà, nous on prend la plupart du temps les chaînes qui sont très majoritairement de toute façon de notre répertoire. On ne pourra de toute façon rémunérer que des œuvres
qui font partie Oui. entièrement de notre répertoire. Ok. Et la dernière chose, c'est qu'il faut déclarer ses œuvres. Parce qu'en fait, devenir membre de la SCAM, c'est automatiquement, en parallèle, déclarer ses œuvres. Alors la déclaration, c'est très simple. À la SCAM, nous, on est en train, notamment en ce moment même, de développer un module qui nous permet, en fait, qui va permettre d'ici très peu de temps, d'ici quelques semaines, à tous les vidéastes YouTube de déclarer leurs œuvres en quelques clics. Parce qu'on sait que vous êtes des créateurs qui vous créez beaucoup en fait. Très prolifique. Et très prolifique finalement. Et on se rend compte que déclarer parfois 100, 200 vidéos, ça peut être fastidieux. Et, sur papier, à la main. Sur papier, ça peut être vraiment embêtant. Nous, à la SCAM, tout est numérique. Donc déjà, ça facilite aussi les démarches. On n'a pas besoin de poster ces déclarations voilà. Finalement, on est sur une génération qui est souvent un peu plus jeune et qui peut être un petit peu réfractaire à tout ce qui est administratif. Donc notre but, ça a été de simplifier tout ça et de rendre finalement ces démarches-là les plus simples possibles. Okay. En quelques clics d'ici peu, vous allez pouvoir en fait sélectionner vos vidéos et directement les envoyer. Donc tout ça numériquement. Dans le répertoire en disant je protège ces vidéos, je peux toucher mes droits d'auteur dessus. C'est ça. Alors, et en mettant justement dessus le pourcentage, si on est seulement auteur ou s'il y a plusieurs auteurs, etc. On pourra le préciser aussi. Complètement. Okay. Ah oui, ça, vous êtes obligé de le préciser. C'est primordial. C'est primordial. Okay. Dès le départ, c'est comme disait Guillaume, de gré à gré, entre les co-auteurs. Il n'y a pas besoin de contrat quand il y a plusieurs auteurs, justement, comme ça, pour spécifier les répartitions? Non, c'est juste, alors, tu dis... non, là pour le coup, nous, c'est pas... ultra simplifié, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, vraiment, là, nous, c'est... Le côté contrat, finalement, il est remplacé par le côté partenaire YouTube. Ouais. Voilà, là, pour une chaîne de... C'est ça qui fait foi. Donc vraiment, encore une fois, ça simplifie la donne. Ouais. C'est des démarches... je voudrais juste revenir sur le côté déclaration. Souvent, ça fait peur aux auteurs vidéastes YouTube, parce que déclarer, pour eux, parfois, ils ont l'impression de perdre la propriété de leur œuvre. Comme si, en fait, finalement, en nous déclarant leurs œuvres, derrière, ils allaient ne plus pouvoir la contrôler, voilà, être dépossédés. Alors, pas du tout. Ils font juste apport de leurs droits pour finalement qu'on puisse les représenter auprès de YouTube et qu'ils puissent toucher les droits d'auteur. En aucun cas, on va interférer sur leur utilisation de leur œuvre à côté, à droite, à gauche. Et c'est juste demander justement à la SCAM d'aller chercher ces droits pour eux. Parce que dans l'idée, chaque auteur pourrait aller réclamer directement à YouTube leurs droits ou à d'autres diffuseurs. C'est la force de la gestion collective justement d'une société d'auteurs qui représente 40 000 auteurs, 40 000 membres et qui va aller négocier en disant voilà, regardez, je suis la SCAM, je représente tant d'auteurs, tant de membres, donc on peut négocier. C'est plus difficile si vous y allez seul, je pense que vous aurez du mal à contacter directement un diffuseur ou autre. C'est exactement le même principe que pour la télédiffusion, hein. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et alors, combien ça représente en termes de rémunération par rapport à un nombre de vues on a des chiffres concrets ou ça varie? Alors là, tu rentres plutôt dans le concret opérationnel. Nous, effectivement, la SCAM, nativement, sur les médias historiques, comme la télévision, on n'a jamais pris en compte l'audience. On était sur un tarif en fonction du chiffre d'affaires de la chaîne. Pour YouTube, c'est donc un modèle différent. Un pourcentage de chiffre d'affaires que l'auteur touche, donc ce serait par exemple un pourcentage des revenus publicitaires que touche TF1 ou si jamais on est diffusé sur TF1. Le principe, juste avant que Cyril puisse parler vraiment de YouTube, mais le principe de départ, c'est un pourcentage, la SCAM négocie avec chaque chaîne de télévision un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Elle va percevoir une somme forte différent sur le chiffre d'affaires. Effectivement, oui, il peut être différent, et puis en fonction du chiffre d'affaires, forcément, la somme forfaitaire récupérée auprès du diffuseur va varier énormément. En fonction, à partir de la somme forfaitaire qu'on a perçue auprès du diffuseur, on va arriver à un tarif minutaire par chaîne de télévision. Vraiment, peu importe l'audience et peu importe l'heure de diffusion. C'est-à-dire qu'un documentaire qui est diffusé à 8h du matin ou en prime time à 20h, 21h va avoir la même rémunération, répartition de droits qu'un autre. Voilà. Donc, il n'y a pas finalement de critères d'audience et d'heures. Effectivement, une œuvre diffusée sur
TF1, qui va être la chaîne qui va générer le plus de chiffre d'affaires en France, va avoir une rémunération, va générer plus de droits qu'une œuvre diffusée sur Arte, Canal+, ou M6, effectivement. Et ça, ce pourcentage, donc tu dis, il varie suivant la chaîne. Mais en Il moyenne, peut varier. honnêtement, Ça, déjà, nous, on ne le sait pas, parce que c'est vraiment, il y a le secret des affaires, il y a des discussions, il y a des accords sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires et sur le taux perçu, clairement, oui, bien sûr. Nous, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est le secret des affaires, hein, on négocie, chaque société négocie. En tant qu'auteur, on n'a pas le droit de ça, on peut pas savoir. En tant qu'auteur, en tant que membre de la SCAM, vous pouvez avoir accès au tarif unitaire de la chaîne de télévision. D'accord. Qui vous dit, bah, j'ai un documentaire, j'ai un reportage qui est diffusé sur France 2, donc je sais combien je vais toucher. Tout en sachant que c'est rémunéré à chaque télédiffusion, à chaque diffusion. Donc pour toutes les rediffusions, c'est rémunéré de la même manière. D'accord. Donc sur YouTube, c'est alors pas sur pareil. YouTube, c'est différent. On s'est adapté. C'est ça aussi, c'est créer des modèles en fonction du diffuseur. Et là, pour le coup, le numérique fait que l'audience... c'est finalement le moteur, surtout sur YouTube. Donc le but, ça a été de repenser le modèle. Finalement, on s'est un peu axé comme la monétisation. La monétisation, c'est effectivement sur un tarif aux 1000 vues. Hein, on en entend beaucoup parler. Et nous, dans ce principe-là, on s'est basé sur ça pour finalement créer un modèle autour de l'audience. Ouais. Et donc voilà, on atteint un tarif qui peut parfois atteindre plusieurs dizaines de centimes d'euros les 1000 vues. D'accord. Alors, nous, finalement, on reverse des droits par année précise. Donc, par exemple, pour telle année, vous allez avoir un tarif qui va être précis. Ça va être en fonction des perceptions qu'on aura reçues de YouTube, en fonction à la fois aussi de notre périmètre. Combien de vidéastes YouTube sont concernés pour cette année-là. Donc c'est finalement plusieurs critères qui vont nous permettre d'atteindre un tarif précis aux 1000 vues. Donc c'est pour ça que je peux pas vous aujourd'hui donner en 2017, fin 2017, il est à combien, tu sais? Alors du coup, comme je te disais, plusieurs dizaines. Fin 2017, en fait finalement, c'est ça aussi en règle de gestion collective, on rémunère rarement, voire jamais, sur l'année en cours. Nous, c'est sur les années qui précèdent, puisque finalement, il faut avoir un recul aussi nécessaire pour pouvoir reverser des droits de manière précise, avec un certain nombre de critères. Donc, par rapport à ça, donc, nous, là, en ce moment, on est plutôt sur les années antérieures à 2017. Et donc, du coup, voilà, c'est plusieurs dizaines de centimes d'euros potentiels. Mais il y a, encore une fois, là, si je rentre un peu plus dans comment on reverse des droits, on a deux critères principaux. On a le forfait. Un forfait, donc comment on est éligible au forfait? Donc il faut, après avoir été membre et avoir rempli les critères dont je te parlais tout à l'heure, il y a ce côté forfait qui est admissible à partir du moment où, dans une année civile donnée, tu as atteint plus de 100 000 vues cumulées sur l'ensemble de tes œuvres sur cette année civile. Dès que tu as atteint plus de 100 000 vues, tu es éligible au forfait. Donc c'est un forfait, c'est une somme vraiment forfaitaire qui, quel que soit le type de création, tu vas toucher ce forfait-là. Donc tu veux dire que c'est plus au nombre de vues, c'est un forfait... Alors, là comme je te disais, donc ça c'est le premier critère, c'est un forfait, donc c'est un forfait fixe. Et donc si tu as plus de 100 000 vues, tu vas être éligible au forfait. Et ensuite, si à partir du moment où tu dépasses les 200 000 vues, tu vas être éligible à ce qu'on appelle le variable. Et ce variable, c'est en fonction du nombre de vues que tu as sur ta chaîne. Et donc là, ça va être effectivement, bien sûr, il y a des critères d'abattement, puisque plus on monte en nombre de vues, on sait qu'il y a des... c'est ça qui fait aussi la force de notre répertoire, c'est qu'on va avoir des plus petites chaînes, mais qui vont être avec des contenus très qualitatifs, qui sont très intéressants, et on va donc qui vont percevoir le forfait donc pour les inciter à créer. En fait, on est vraiment une aide à la création, il faut vraiment se mettre ça en tête. Et il y a ce côté donc variable qui va certes favoriser les très grosses chaînes, qu'on peut appeler comme ça, puisque effectivement à forte audience, mais voilà, suivant un certain palier en fait d'abattement, pour ne pas forcément les favoriser de manière trop large, mais surtout au final permettre de coller finalement à ce critère principal de YouTube qui est l'audience. Voilà. Mais alors si on n'a pas déclaré nos œuvres tout de suite et que ça fait des années qu'elles sont sur YouTube et qu'on les déclare seulement maintenant, on va toucher des droits pour ces années antérieures Alors, à l'heure actuelle, il y a encore une rétroactivité qui est possible. Donc le but étant donc voilà, on a des accords avec YouTube depuis plusieurs années.
Encore, donc voilà, à l'instant T, vous pouvez encore déclarer vos œuvres antérieures et potentiellement toucher des droits sur celles-ci. D'accord. Voilà, j'invite vraiment les vidéastes à faire des déclarations rapidement, parce que finalement, nous, notre modèle avance aussi, et à un moment donné, on va faire ce qu'on appelle, nous, en interne, une forclusion. Donc, c'est-à-dire, on va arrêter, en tout cas, de verser des droits pour des années antérieures précises. Trop lointaines, en fait. Trop lointaines, finalement. Parce que vous n'aurez pas plus la thune. Parce que tout simplement, aussi, notre modèle, effectivement, on doit verser de l'argent au fur et à mesure, ce qui est normal, et finalement, épuiser l'argent. Encore une fois, nous, on ne fait pas de bénéfices sur notre principe de société civile, c'est qu'on reverse l'intégralité de nos perceptions, moins juste une retenue statutaire pour faire vivre la maison. Ouais. Et du coup, il est vraiment important pour les vidéastes de déclarer au plus vite s'ils veulent pouvoir toucher des droits sur l'antériorité. Oui, parce que dans l'idée, il y a de l'argent qui dort à la SCAM, qu'on a généré nous en fait, enfin qui nous est dû de droit. Alors voilà, c'est de l'argent finalement, il dort finalement, il est sans cesse en train d'être reversé finalement aux auteurs, mais effectivement, via notre modèle, effectivement pour une année donnée, à un moment donné, il n'y aura plus d'argent pour cette année-là, donc on l'aura épuisé et on sera amené à reverser les années qui suivent. Donc il faut se déclarer maintenant. Il faut y aller maintenant, ouais. Ok, il faut se déclarer vite. Bon, on fait passer le message. Cool. Et comment ça se passe alors si on a est-ce que le placement produit ou la publicité vient interférer tout ça ou pas? Alors ça, c'est un gros sujet. Ouais. Beaucoup de youtubeurs me posent souvent la question de me dire, mais alors moi je suis très en partenariat avec des marques, j'ai peur qu'en déclarant mes œuvres, déjà vous alliez voir les marques et que vous leur disiez non, vous n'avez plus le droit de travailler avec lui parce que finalement il est à la SCAM. Alors c'est vraiment deux choses différentes. Voilà, nous on n'interfère pas du tout avec les marques, donc un youtubeur, un vidéaste YouTube peut vraiment faire ce qu'il veut en termes de promotion de son côté. Au contraire, nous on encourage la création et on encourage à ce qu'il lui puisse vivre de sa création. Donc ça passe à l'heure actuelle par les marques. Par contre, en termes de droits d'auteur purs, ça reste les mêmes. Alors nous, de notre côté, on ne peut pas reverser des droits d'auteur sur des contenus trop promotionnels. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. C'est-à-dire que si ça tombe dans la catégorie publicité, il n'y a plus de droit d'auteur sur des pubs. Plus. Parce que finalement, on considère que l'auteur a déjà été rémunéré par la marque et donc n'est pas éligible finalement aux droits d'auteur, ce qui est logique. Donc finalement, sur une chaîne donnée, beaucoup de chaînes sont avec des partenariats, des fois on présente des produits, etc. Donc finalement, en déclarant ces œuvres-là, vous pouvez simplement avoir un refus sur cette œuvre précise, voilà, comme critère, comme quoi c'était trop promotionnel. Voilà, simplement vous toucherez sur l'ensemble de vos autres œuvres éligibles, mais pas sur celles qui sont trop marquées finalement. Et question peut-être bizarre, est-ce que les droits peuvent être plutôt que versés à une personne, à une association par exemple, si on veut réinvestir ça dans du matériel ou quoi? Alors, normalement, non. Non, c'est-à-dire que tout simplement parce qu'on reverse des droits d'auteur liés aux exploitations de l'œuvre, et un auteur est forcément une personne physique, donc on reverse des droits aux personnes physiques, pas aux associations. Après ce qui est possible, c'est que vous, en tant qu'auteur, vous ayez une personne morale qui chapeaute un projet, un producteur, une association, un éditeur ou autre, qui lui, après, va pouvoir, ou même un network, qui va pouvoir récupérer toute la monétisation, et après réinvestir la monétisation. Mais les droits d'auteur seront toujours versés aux auteurs, que ce soit pour les télédiffusions ou autre. Comme Guillaume, c'est vraiment important de le savoir. Quand on vous verse vos droits, c'est pas sur le compte d'une société, c'est à votre nom. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. On peut pas déroger à ce principe-là. Ok. Et alors, on parle beaucoup de YouTube, mais est-ce qu'il y a d'autres plateformes où on peut avoir des droits aussi? Alors, c'est vrai que Facebook, Dailymotion, voilà, Vimeo, tout ça. Alors l'univers du numérique est très vaste. Nous, à l'heure actuelle, on a, pour exemple, une quarantaine de plateformes VOD, SVOD, avec lesquelles on a des accords et pour lesquelles on peut reverser des droits d'auteur. Dans le même principe, on a par exemple Dailymotion, avec lequel on est en ce moment en renégociation. Et toutes les autres plateformes que tu viens de citer sont des plateformes avec lesquelles, en tout cas, sur lesquelles on reste attentif et sur lesquelles on est amené demain à avoir des accords. Puisque finalement, c'est notre but. Nous, c'est de comprendre l'univers du numérique et d'être autant présent dans le numérique qu'on peut l'être sur la télé ou en radio, par exemple. Mais
bon, le problème, c'est que c'est tellement vaste que ça prend du temps. Mais bien sûr, demain, on sera présent au maximum avec toutes ces plateformes-là. D'accord. Et donc aujourd'hui, Facebook, on peut dire c'est illégal ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils reversent aucun droit. Pas du tout, ça se passe, pas du tout, parce qu'à partir du moment, ce serait normal d'avoir des accords avec eux, mais à partir du moment où un vidéaste ou une chaîne, parfois, décide de mettre du contenu sur lequel elle a les droits, elle est tout à fait légitime pour le faire. C'est-à-dire que dans les conditions d'upload de ta vidéo, c'est écrit tu perds tes droits, quoi. Non, c'est pas forcément une perte de droits. Après, il y aura des négociations, comme avec YouTube, il y a pu en avoir, pour la perception de droits et l'intervention finalement des sociétés d'auteurs pour percevoir auprès d'un diffuseur. Mais il n'y a pas une perte de droits, ça n'enclenche pas une perte de droits. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'accord pour que ça génère des droits d'auteur. Donc, il n'y a pas forcément d'illégalité à faire ça. Alors quand on est réalisateur ou auteur et qu'il y a une prod, on est rémunéré pour le tournage en tant que... Par exemple, si on est... Bon ok, je refais. Donc j'ai une question par rapport à quand on est réalisateur et qu'une production nous demande de réaliser une vidéo. Donc on va être payé sur le tournage en tant que technicien, donc intermittent, réalisateur technicien. Réalisateur artiste. Réalisateur artiste, ok. Et puis on va être payé aussi en droit d'auteur, mais du coup avec un contrat d'auteur-réalisateur, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a souvent une confusion sur le terme droit d'auteur. Il y a droit d'auteur et droit d'auteur. Quand on travaille sur un film, quand on collabore à la création d'une œuvre audiovisuelle, vidéo, que ce soit documentaire, reportage ou autre, on va signer un contrat effectivement avec une société de production. On va être rémunéré sous forme de salaire pour le travail de réalisateur artiste et on va être rémunéré en droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on donne pour l'exclusivité, pour le travail de création qu'on a effectué pour cette société de production, on va être payé en droit d'auteur. Donc ça, ce sont les premières rémunérations qui interviennent pour le travail même de création à la base. En général, on a un forfait négocié auprès du producteur pour, voilà, je négocie pour faire ce film, telle rémunération. C'est vraiment à distinguer de la rémunération qui va venir derrière en contrepartie de l'exploitation de l'œuvre. C'est-à-dire que je cède mes droits d'auteur, mon droit patrimonial à une société de production, c'est-à-dire le droit de reproduction, le droit de représentation. J'autorise le producteur pour une exploitation télévisuelle, DVD, Internet, VOD, podcasting ou autre. Ça, ce sont les droits qu'on cède finalement au producteur. Et pour que ce soit plus simple, on parle de copyright de manière générale, même si on est dans des systèmes très différents. Et puis après, on va percevoir des droits d'auteur, c'est ce que je disais au tout début, sur les exploitations. On va percevoir, toucher le fruit de son travail. Plus l'œuvre est exploitée, plus l'œuvre génère de revenus, on va percevoir des droits d'auteur qu'on peut assimiler finalement aux royalties. Ok. Donc, après... C'est vrai qu'on a trois sources de et c'est exactement rémunération. On a un statut forcément... On est obligé en tant que réal d'être intermittent dans l'idée? Pas forcément. Pas forcément. Okay. Après, ça dépend c'est des statuts un peu particuliers, mais pour avoir le statut d'intermittent du spectacle, il y a plusieurs conditions à remplir. Bien sûr. Je veux dire, être payé en tout cas en tant que salarié, technicien intermittent. Oui, parce que c'est du droit du travail, c'est tout simplement ça. À partir du moment où on a un producteur qui nous dit il faut aller tourner tel jour, de telle heure à telle heure, dans tel lieu, il y a un lien de subordination qui est établi entre la société de production et le réalisateur, donc c'est un contrat de travail avec un salaire. C'est une obligation légale, hein. Je veux dire, c'est le droit du travail qui est tout à fait simple. Mais sauf qu'un réalisateur, dans l'idée, ne pourrait pas être payé en facture. Enfin, ne pourrait pas facturer. À ce moment-là, il doit avoir un statut différent et il facture finalement sa prestation. Il est prestataire technique, c'est un peu différent. Pour toucher les droits, est-ce que c'est possible? Ça va dépendre. Là, on rentre un peu dans les méandres du droit et ça va être... Chaque cas est très particulier. Mais à partir du moment, de toute façon, où il y a un lien de subordination entre l'auteur et le producteur, il y a forcément un salaire. Et quand on travaille avec une société de production, la société de production accompagne le film de A à Z, donc il va y avoir forcément une relation d'employé à employeur finalement pour la création de l'œuvre audiovisuelle. Donc la facture n'est pas envisageable. Quand on fait une facture, c'est par exemple, ce qui arrive souvent, c'est un auteur, réalisateur indépendant à qui on va demander de réaliser une œuvre institutionnelle. Une collectivité territoriale va dire j'aimerais bien que tu me fasses un film de 3 minutes sur telle région, sur telle ville.
le réalisateur, en tant qu'indépendant, va faire une facture, mais le commanditaire va lui donner quelques injonctions, quelques précisions sur ce qu'il souhaite avoir comme œuvre, mais il ne va pas intervenir à toutes les étapes, assister au visionnage ou autre. Alors quand on est dans une relation auteur-producteur, auteur-réalisateur-producteur, il faut savoir que le producteur a vraiment son mot à dire, et là est présent à toutes les étapes, et c'est lui qui valide la version définitive avec le réalisateur. C'est eux qui disent c'est bon, on a le prêt à diffuser, on va pouvoir le présenter au diffuseur. Donc, et quand cette relation-là avec le producteur, on cède ses droits au producteur, c'est le producteur après qui va décider, qui va trouver un diffuseur, un éditeur DVD, ou même des plateformes VOD dont Cyril parlait tout à l'heure. Il y en a qui sont, je pense spécifiquement au documentaire, à une plateforme documentaire qui est très spécialisée dans le documentaire de création qui s'appelle Tank, qui peut effectivement passer par cette plateforme VOD, ou une autre qui s'appelle par exemple Spicy, qui va faire plutôt du reportage d'investigation. Donc il décide, et l'auteur de toute façon va être rémunéré à chaque fois pour chaque exploitation donnée. Une télédiffusion, il va être rémunéré, et puis après la télédiffusion, l'œuvre peut arriver sur une plateforme comme Tank encore, il va être rémunéré pour celle-ci ou autre. Après, c'est vrai que la SCAM n'intervient pas, par exemple, pour les exploitations en salle. D'accord. Donc on n'a pas d'accord avec les exploitants de salles, ça va être directement le producteur qui va reverser des droits sur les recettes d'exploitation données. Donc ça devrait être mis dans les contrats justement qu'on fait avec le producteur. C'est indiqué en gros dans un contrat auteur-producteur, on détermine les exploitations, les droits qui sont cédés, l'étendue des droits cédés, pour quelles exploitations, et on va déterminer les rémunérations qui vont venir en contrepartie des dites exploitations. Donc je cède mes droits, il va y avoir une télédiffusion, je sais que ça va être... c'est une société d'auteurs qui va me rémunérer, la SCAM. Je cède mes droits pour une édition DVD, c'est la SCAM qui va intervenir aussi. Une exploitation en salle, c'est une rémunération proportionnelle sur le prix payé par le public à l'entrée des salles de cinéma. Donc on négocie chaque rémunération. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la SCAM... Et là, on est payé comment dans ce cas-là? Si jamais on s'est diffusé en salle, donc du coup, il y a des recettes qui sont versées au producteur. Le producteur nous paye en droit d'auteur? En droit d'auteur, oui, okay. C'est en droit d'auteur, exactement. Et ce que je voulais dire, c'est important de savoir, c'est que la SCAM n'intervient pas partout dans le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des accords, on intervient dans les pays francophones. Donc tout ce qui va être Belgique, Suisse, Canada francophone, Monaco, Andorre, donc on intervient directement. On a des accords avec des sociétés sœurs, ce qui nous permet de percevoir des droits pour les télédiffusions d'œuvres de notre répertoire. Dans tous les pays pour lesquels la SCAM n'a pas d'accord, comme je parlais d'accords directs, parce que suivant les pays, le droit d'auteur n'est pas le même et la perception des droits n'est pas la même. Mais c'est-à-dire que si l'œuvre est vendue, par exemple, à un pays anglo-saxon, en Chine, en Australie ou autre, ça va être au producteur de reverser un pourcentage, encore une fois, sur les recettes d'exploitation. Et ça va être sur une rémunération en droit d'auteur. Et ça, c'est le rôle aussi justement des sociétés d'auteurs de conseiller ou de relire les contrats des réalisateurs. Exactement. C'est quand je me suis présenté tout à l'heure que je disais que je faisais du conseil juridique aux auteurs, c'est-à-dire que la majeure partie de mon travail consiste à répondre aux interrogations des auteurs sur j'ai un contrat pour faire un projet documentaire qui va porter sur tel sujet. Qu'est-ce que vous pensez de la rémunération? Qu'est-ce que vous pensez de la durée de cession des droits? Parce qu'il y a énormément de choses à voir dans un contrat. On relit le contrat ensemble et on essaie de répondre. On répond aux questions en fonction du projet et être plus près des auteurs et voilà, vraiment les conseiller, les accompagner. Ou même lorsqu'il y a une problématique liée à ces relations auteur-producteur ou parfois entre co-auteurs parce que ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, pour avoir donc un rendez-vous avec toi ou ton numéro, il faut être inscrit à la SCAM avant. Alors, comment ça se passe? Alors, pour avoir un rendez-vous avec le service juridique de la SCAM, je ne suis pas le seul à faire ça, mais il faut appeler le service juridique de la SCAM tout simplement. Normalement, c'est vrai que le conseil est priorisé plutôt pour les auteurs membres, mais par exemple, si un auteur va signer son premier contrat d'auteur et qu'il n'est pas encore membre, bien évidemment, on va le renseigner, on va lui apporter des réponses à ces questions. Parce que c'est un futur membre dans l'idée. Exactement, donc on est là pour renseigner tout le monde, pour autant que ça parle, que ce soit en rapport avec la SCAM, donc le répertoire de la SCAM, c'est important quand même, parce qu'on ne peut pas parler de choses qu'on ne maîtrise pas, parce que chaque répertoire est différent et il y a ses spécificités. Et si on reçoit des conseils de la SCAM, est-ce que c'est comme un agent
Et va prendre un pourcentage? Pas du tout. Vous pouvez m'appeler, que on passe 5 minutes au téléphone ou 1 heure, je ne vous prendrai pas plus cher, c'est gratuit. Donc le conseil juridique, c'est vrai qu'il est ouvert à tous. C'est un conseil, j'insiste bien là-dessus, c'est pas une assistance. Hein. Donc on va conseiller, pourquoi pas, sur la rédaction de courrier, sur des lettres de mise en demeure ou autre, mais on ne sait pas nous qui allons rédiger, qui allons démarcher les producteurs ou autres. Okay. On a été créé par les auteurs, hein, et on est régi par les auteurs, on a un conseil d'administration, et finalement, dans ce concept de société civile comme on est, notre but, c'est que finalement, on travaille pour les auteurs, et on n'a pas du tout d'objectif de bénéfice. Nous, en intégrant la SCAM, en devenant membre, en fait, on a finalement tout un soutien global hein, qui vient avec. Et comme disait Guillaume, hein, ces conseils juridiques sont finalement là et sont une aide énorme, hein, quel que soit le type de création qu'on a. Et en aucun cas, on est là pour se dire ça va coûter tant. Non, au contraire, on est là, on vous soutient en fait. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. C'est vrai que ça me permet, je ne sais pas si tu veux en parler, mais pour le soutien de la SCAM que peut apporter la SCAM, hein, il y a donc une aide, un conseil juridique aux auteurs. Il y a aussi une permanence, mais là qui est vraiment réservée aux membres, avec un avocat fiscaliste, qui peut être intéressant, parce que c'est vrai que le statut de vidéaste YouTube, auto-entrepreneuriat ou pas, comment déclarer les impôts, toutes ces choses-là, ça peut être intéressant. Il y a pas mal de choses, il y a un soutien à la création assez important, notamment grâce à l'action culturelle, hein, et notamment grâce à la redevance sur la copie privée que vous connaissez, je pense tous, sur le fait tous les supports numériques sont taxés. Voilà, c'est une redevance, je ne parlerai pas de taxe, mais c'est plutôt une redevance qui permet, c'est important de dire ça, qui est perçue par une association qui s'appelle Copie France et qui est répartie ensuite aux différentes sociétés d'auteurs ayant droit. Et la SCAM, comme toutes les sociétés, nos sociétés sœurs, ont l'obligation de reverser l'intégralité de ces sommes aux ayants droit. Non, pas l'intégralité, excuse-moi, parce qu'elles doivent garder 25% dédiés à l'action culturelle. Ce qui permet notamment de créer des bourses. Nous avons à la SCAM une bourse Brouillon-Narève documentaire, bourse Brouillon-Narève multimédia, auxquelles des vidéastes peuvent tout à fait prétendre. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Qu'on soit membre ou pas d'ailleurs. C'est des appels d'offres ou c'est des... Non, il faut vous rendre sur un site, il y a un site dédié à ça. Vous avez un projet documentaire ou multimédia, reportage, investigation, vous pouvez tout à fait candidater pour avoir une aide financière, une bourse, qui est versée par la SCAM pour aider au développement de cette création. Nous avons aussi, ce qui est important, c'est qu'on accompagne plusieurs festivals, documentaires, images fixes, journalistiques ou écrits, pardon. Il y a plusieurs prix qui sont remis justement dans les emprises de la SCAM pour toutes les œuvres. Donc c'est vraiment un accompagnement et une promotion finalement du répertoire que la SCAM représente et des auteurs que la SCAM représente. Et ce qui est important de comprendre, c'est que en tant que vidéaste YouTube, vous faites partie finalement des auteurs de la SCAM, donc la SCAM les représente, défend leurs intérêts et est là pour la promotion de ce répertoire aussi. D'accord. Juste pour résumer, parce que pour que ce soit bien clair pour tout le monde, de ce que j'ai compris, donc pour reparler des rémunérations. Pardon. Non mais parce que ça peut, je trouve ça plutôt complexe, on pourrait croire que c'est hyper simple, mais en fait il y a plein de sources différemment. C'est donc le contrat de technicien, qu'on appelle généralement technicien, mais toi tu l'appelles réalisateur artiste. C'est réalisateur artiste maintenant, donc, qui est normalement sous paye de l'intermittence, même si on ne cotise pas, bien mais sûr. dans l'idée, un réalisateur a tout intérêt à être intermittent. C'est un contrat de travail, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ensuite, donc toujours pour ce tournage-là, il est payé aussi en droit d'auteur. En droit d'auteur. Généralement, c'est 50%, 50-50 ou c'est non, la prod normalement, qui choisit? c'est pas 50-50. Il n'y a aucune règle écrite, mais c'est-à-dire que si un réalisateur, par exemple, est plus payé en droit d'auteur qu'en salaire, on va considérer qu'il y a un petit peu du travail dissimulé. Les charges patronales sont inexistantes sur le droit d'auteur, les charges sociales existent un peu, mais alors que sur le salaire, il y a des charges patronales importantes et des charges sociales plus importantes. Donc la protection sociale pour un auteur-réalisateur est moins importante sur du droit d'auteur que sur du salaire. Donc il est plus intéressant pour un réalisateur d'être payé la plus grande partie en salaire. Et c'est pas 50-50, c'est plus ou moins admis, et j'insiste là-dessus, il n'y a aucune règle écrite nulle part, mais c'est 60% en salaire et 40% en droit d'auteur. D'accord. Et donc ça, c'est pour la fabrication de l'œuvre. De l'œuvre. Et ensuite, s'il y a diffusion, donc soit la production
touches des recettes qui Et les peuvent reverser répercute. s'il y a eu un contrat qui dit ça en droit d'auteur encore. Oui. Ou alors le diffuseur rémunère directement via les sociétés d'auteurs Exactement. en droit d'auteur l'auteur. Mais après, voilà, il y a des schémas, il y a des discussions, il y a des négociations différentes. C'est vrai que on est vraiment là, c'est vraiment une explication assez sommaire, hein, parce que ça peut être assez plus complexe. Mais avant de signer un contrat, faut le faire relire par un professionnel. Il y en a plusieurs. Hein. Après, que ce soit l'ASCAM ou autre, vous pouvez tout à fait faire relire un contrat pour pouvoir voir et analyser ensemble les différentes choses. Tout en sachant que, il est important de préciser que c'est la rémunération proportionnelle des auteurs est un principe légal inscrit dans le Code de la propriété intellectuelle. Donc on ne peut pas y déroger. Un producteur ne peut pas dire je te rémunère forfaitairement en droit d'auteur et puis après je te reverse rien. Ou alors il faut remplir des conditions très précises. Et donc ça s'apprécie au cas par cas, encore une fois. Ouais. Alors, ce serait quoi du coup l'intérêt d'avoir un agent si les sociétés d'auteurs peuvent faire ça? Est-ce que l'avantage des agents, c'est qu'ils connaissent très bien les prix du marché, ils savent très bien comment évaluer le travail de... C'est un peu compliqué de répondre à ça parce que à la SCAM, il y a pas d'agent. C'est-à-dire qu'on est dans des budgets aussi pour les films documentaires qui sont bien moins importants que pour de la fiction. Donc à partir de ce moment-là, moi, de mon expérience à la SCAM, j'ai jamais été en contact avec un agent. D'accord. Donc après, c'est vrai que pour les auteurs, comme on parle de budget bien plus important, et puis quand on parle de cinéma ou d'autres choses, c'est vrai que ça peut être important d'avoir un agent qui va défendre les intérêts, parce qu'il y a une négociation à faire auprès du producteur qui est importante. Et c'est très difficile, c'est deux métiers différents d'être auteur dans la création et de pouvoir négocier son contrat ou autre. C'est pour ça que nous, on les accompagne du mieux qu'on peut, mais on n'est pas là pour négocier, mais on leur donne les éléments qu'ils puissent signer en connaissance de cause. Et sur YouTube, nous, on n'est pas là pour remplacer les networks. Hein. On est vraiment là en parallèle, en fait. Et c'est deux métiers complètement différents. Et finalement, on n'interfère pas du tout avec tout ça, c'est séparé, toutes ces négociations entre network, marque et potentiellement YouTube sur la monétisation. Non, vraiment, nous, vraiment à part de ça. C'est important de le... Oui, rien n'empêche qu'il y ait un agent qui intervienne après entre l'auteur et le producteur, hein, bien évidemment. Nous, on peut soutenir, on peut conseiller, mais après, ça n'empêche en rien le circuit de la rémunération en droit d'auteur. Donc pour conclure, si on est vidéaste sur YouTube et qu'on fait des vidéos qui s'inscrivent dans le répertoire de la SCAM, il faut s'inscrire au plus vite. Alors oui, ça c'est vraiment le conseil. Est-ce que les démarches sont longues? Alors les démarches, c'est extrêmement rapide. Il faut savoir que globalement, de l'adhésion à la déclaration, si on fait tout d'un coup, ce qui est normalement ce qu'il faut faire, c'est une demi-heure. En une demi-heure, on fait toutes ces démarches, c'est tout en ligne. Et donc finalement, ça simplifie vraiment la donne. Et voilà, après vous devenez membre à l'issue du prochain conseil d'administration. On a un conseil d'administration qui valide en fait les adhésions. Tous les mois. Qui est tous les mois. Et donc je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo, l'URL vers le formulaire d'inscription. Complètement. Juste pour ajouter, à l'heure actuelle, on a plusieurs centaines de youtubeurs qui sont déjà membres de la SCAM. Donc voilà, vous ne serez pas les premiers à venir. Et pour autant, on a vraiment une diversité réellement de répertoire. On va avoir 60% de ces youtubeurs qui viennent de la culture connaissance, tout type finalement de vulgarisation. On va avoir une autre partie assez importante qui viennent plutôt du monde du vlog, de tout ce qui est finalement ces tendances-là. Et ensuite, on va avoir de l'actu, du fitness. Vraiment, c'est assez large. Et donc voilà, donc pas de crainte finalement. Toutes les communautés finalement sont représentées. Et si on n'est pas sûr de pouvoir rentrer à la SCAM, il suffit de poser la question. Et vous, n'hésitez pas à nous appeler et nous, on sera à même de vous répondre. Et vous diriger en fait. Et donc l'inscription en ligne est payante, comment ça se passe? Alors nous, le principe à la SCAM, c'est qu'au moment de l'adhésion, il y a simplement environ 7 € qui sont imputés des premiers droits que vous allez recevoir. Et donc ça, c'est au moment de l'adhésion. Ensuite, durant toute votre vie de membre SCAM, vous n'aurez plus rien à débourser pour continuer à être membre en fait. Voilà, c'est juste à l'adhésion. Ok, donc c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, donc, 7 € mais que vous ne verrez pas, puisque finalement, ce sera un peu de chèque à envoyer ou non. Vous envoyez juste votre RIB pour qu'on vous verse des droits. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. C'est top ça. Et d'où l'idée aussi que là, on est dans le système inverse des démarches commerciales en général, qui sont on peut appeler des gens pour leur demander de l'argent. Non, là, on vous demande votre RIB pour finalement vous reverser des droits. Et là, c'est intéressant. Super. Et merci beaucoup. Merci à toi. Guillaume. Merci à toi. Salut. Salut.